Accueillir notre invité, Sylvain Kahn. Vous êtes historien, géographe, professeur agrégé à Sciences Po. Hugues vient de le dire, ces deux candidats sont d'accord sur l'essentiel. Quel est le véritable enjeu de la présidence de la Commission européenne ? Hugues a dit qu'ils étaient d'accord sur l'essentiel, mais on n'est pas obligé de partager son analyse. Vous n'êtes pas d'accord? C'est pas que je ne suis pas d'accord, mais je trouve que c'est un tout petit peu exagéré. Il y a quand même, grosso modo, depuis 1999, vous avez les conservateurs qui dirigent l'Europe à la Commission. Ils sont majoritaires au Conseil des chefs d'État et de gouvernement, puisque la majorité des pays sont gouvernés à droite depuis 1999. Ou depuis 2000. Donc, ça serait quand même intéressant de voir ce que donnerait une Europe pilotée pendant 15 ans par une majorité de gauche, fût-elle social-démocrate. Donc, je pense qu'il y a quand même des différences. Voilà. Bon, donc, l'enjeu, quand même, pour terminer de répondre à votre question, c'est que le président de la Commission, pour la première fois, c'est ça qui est intéressant dans cette élection, pour la première fois, le président de la Commission européenne va être issu des urnes, c'est-à-dire du vote qu'il va y avoir pour le Parlement européen. Jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'au fameux traité de Lisbonne, qui a été, comme vous le savez, un peu décrié, jusqu'au traité de Lisbonne, c'était toujours les chefs d'État et de gouvernement qui nommaient le président de la Commission européenne. Et maintenant, dans le traité de Lisbonne, il y a une formulation un peu alambiquée, comme toujours dans les textes européens, qui dit que, certes, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui vont proposer le nom du futur président de la Commission, mais ils sont obligés de tenir compte du résultat du vote et donc de l'équilibre politique au Parlement européen. Et ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer depuis plusieurs jours, vous l'avez bien sûr remarqué, François Hollande, dans sa tribune la semaine dernière, dans Le Monde, je crois, voilà, a dit qu'il s'engagerait en tant que président de la République française, à respecter le choix des électeurs. C'est-à-dire que lui, il considère que si le Parti populaire européen arrive en tête, pour lui, c'est sûr, c'est Jean-Claude Juncker. Si le Parti socialiste européen arrive en tête, pour lui, ça sera Martin Schulz. Et maintenant que François Hollande l'a fait, ça va être très difficile pour ses collègues, les autres chefs d'État et de gouvernement, de ne pas se rallier à cette évidence démocratique. Voilà. Donc, je comprends tout à fait que votre correspondant à Bruxelles dise que il pourrait être un peu plus différent l'un de l'autre. On va peut-être revenir là-dessus. Mais le fait le plus important, c'est que le bulletin de vote qu'on va mettre dans l'urne en France le 25 mai, au Royaume-Uni le 22 mai, c'est que le président de la Commission européenne sera une émanation du vote des électeurs. Est-ce que, pour vous, c'est quelque chose qui peut permettre de rapprocher les Européens, les électeurs de Bruxelles ? Alors, premier élément de réponse à votre question, oui, c'est sûr. Déjà, depuis 2-3 semaines maintenant, et encore grâce à vous ce soir, il va sûrement y avoir d'autres débats, il y en a déjà eu d'autres sur Euronews ou ailleurs. Maintenant, on voit, disons, les forces européennes sont incarnées. Bon, alors là, ce soir, dans quelques minutes, vous allez en présenter deux, les deux qui sont à la tête des deux forces principales. Mais il y a deux autres forces qui sont un peu moins fortes, mais qui sont très importantes au Parlement européen, qui sont les Verts. Et là, il y a, on va dire, une tête de liste à deux têtes ou à deux faces. Il y a Ska Keller, qui est une jeune verte allemande, et José Bové, qui est le leader des Verts français. Et puis, il y a les libéraux centristes, si vous voulez, qui sont également très européens, qui sont à l'échelle européenne dirigés par Guy Verhofstadt, un ancien Premier ministre belge. En France, ça correspond aux listes Les Européens, Modem, UDI. Bon, donc, en vérité, il y a quatre incarnations. Bon, on pourra parler des autres groupes si vous le souhaitez. Mais ça, c'est vraiment le premier changement. Et donc ça peut rapprocher, me semble-t-il, les citoyens de ce qui va se passer à Bruxelles. Maintenant, pour être complet sur votre question, il est sûr que si dans les années qui viennent, d'accord, les réalisations politiques, les lois qui vont être votées, les prises d'opposition du président de la Commission, la manière dont il va peser dans les débats, paraissent aux électeurs très éloignés des programmes qui sont en train d'afficher, là, ça sera comme en France, comme en Italie, comme en Espagne, comme au Royaume-Uni, comme dans n'importe quelle démocratie. Les gens diront, attendez, moi je vote pour quelqu'un, je vote pour un programme, il fait autre chose que son programme, donc je ne me sens pas engagé par lui. Et il y a déjà un fort euroscepticisme, on peut le dire, le Front National qui est en tête en France. Comment vous comprenez, comment vous expliquez cet euroscepticisme aujourd'hui ? Alors vous parlez de la France, c'est tout à fait intéressant. Les derniers sondages, les derniers eurosondages qui ont été faits vers le 6-7 mai, enfin qui sont sortis vers le 6-7 mai, il y a deux pays dans l'état actuel des choses où l'extrême droite, disons, vire en tête à 15 jours de l'élection. C'est l'Autriche
et la France. Bon, donc déjà, il faut bien avoir ça en tête, ça veut dire que c'est pas partout comme ça en Europe. Voilà, bon, alors peut-être qu'au Royaume-Uni, il y a un parti qui s'appelle UKIP, qui est le parti britannique pour l'indépendance, qui lui dit on veut sortir de l'UE, qui pourrait virer en tête, qui est vraiment, on va dire, à touche-touche avec les travaillistes anglais. Alors maintenant, dans l'état actuel des projections, évidemment, il faut attendre le 25 mai pour savoir les choses, mais dans l'état actuel des projections, les députés d'extrême droite, sur 751 eurodéputés, seraient 99. C'est 3 à 4 fois plus que le nombre qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont un peu plus de 35. C'est pas certain qu'ils arrivent, d'accord, à constituer un groupe parlementaire. Okay, et donc, puisque vous me demandez de commenter l'exemple français, quand Marine Le Pen dit dans des interviews qu'elle donne on réussira à bloquer les travaux du Parlement européen et la construction européenne, ça, d'ores et déjà, on sait que c'est inexact. Ça n'arrivera pas. Voilà. Alors, 99 députés sur 751, c'est pas du tout négligeable, bien entendu. C'est plus que dans le Parlement sortant. Ça veut dire que selon les pays, ça fait entre 5% et 22%. La France étant actuellement dans les sondages le pays où l'extrême droite est le plus élevé dans les projections. C'est quand même encore minoritaire. Donc c'est à la fois, comment dire, un vrai phénomène. Est-ce que c'est vraiment plus important qu'il y a 5 ans ? Oui. En même temps, ça n'explose pas, alors qu'entre-temps, il y a eu la crise. Voilà, donc, bon, je ne sais pas si le sens de votre question, c'était « faut-il vraiment s'inquiéter ?» Non, c'est comment est-ce que... Voilà, le péril noir est-il à nos portes ? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Comment est-ce qu'on... Voilà, quelles conséquences ça peut avoir ? On a compris qu'effectivement, ce n'est pas à négliger, mais c'est un élément quand même à surveiller cette année. Merci beaucoup, en tout cas, Sylvain Kahn, d'avoir été avec nous, historien, géographe, professeur agrégé à Sciences Po, d'avoir donc commenté un peu cette actualité. Juste avant ce débat entre les deux principaux prétendants à la tête de la Commission européenne, Martin Schulz, qui représente les sociaux-démocrates, et Jean-Claude Juncker, qui représente donc les conservateurs européens pour ces européennes qui sont dans 12 jours maintenant. Ne manquez pas donc le débat exceptionnel à 18h30 sur LCI autour de Michel Field et Jérôme Chapuis. Dans le